Une chambre à soi et un atelier, posture et déplacement. Déplacement. J'écris des romans et d'autres textes. Je prends des notes sur des carnets, souvent loin de chez moi, mais j'écris chez moi. Dans ma chambre à soi, pour reprendre le titre du beau livre de Virginia Woolf. Dans ma chambre à moi, qui est mon salon. Ailleurs que chez moi, je mène des ateliers d'écriture, souvent seul, parfois à 4 mains et 2 paires d'oreilles, si l'on peut dire, avec mon ami compositeur Sébastien Roux, lorsque nous menons des ateliers d'écriture spécifiquement radiophoniques. Je mène ces ateliers dans des espaces, je dirais même des mondes, très différents. À l'Institut littéraire de Bienne, en Suisse, à l'Université de Cergy-Pontoise, à l'ENSI, École nationale supérieure de création industrielle à Paris, et plus ponctuellement à la EDE de Genève. Dans tous les cas, ces interventions me déplacent. Je prends le train, parfois longuement, ou le RER, parfois longuement. Je m'éloigne de chez moi, du lieu où j'écris. Je me déplace littéralement et dans tous les sens. Je déplace ma pratique. Écrivain, je vais lire ce qu'écrivent d'autres que moi. Je discute de textes qui ne sont pas les miens et que j'accueille sur le bureau de mon ordinateur, juste à côté de mes propres manuscrits. Je passe des frontières, linguistiques aussi, puisqu'à Bienne, par exemple, ville bilingue, le français est minoritaire, presque une langue étrangère. Et je pourrais évoquer, même s'agissant de Genève, le vrai voyage acoustique, l'écoute des petits écarts ou idiotismes, cette autre mélodie qu'offre le français tel qu'on le parle en Suisse romande et dont l'écoute a tant compté pour moi, qui ai écrit mon premier roman sur les rives du lac Léman, mais c'est une autre histoire. Les étudiants écrivains, je les appellerai comme cela, sont généralement jeunes, mais pas toujours, artistes, mais pas toujours, designers parfois. À Bienne, je me trouve face à de jeunes auteurs qui savent déjà assez bien ce qu'ils font, qui ont déjà publié dans des revues, avec des manuscrits en cours et des noms précis de maisons d'édition en tête. À l'ENSI, les jeunes designers n'ont pas forcément beaucoup lu, ou alors ils ont lu autre chose que des romans et des poèmes. Mais ils ont déjà un monde à eux, différent, très différent même de celui des jeunes auteurs de Bienne. Et puis ils écrivent comme ils dessinent et bricolent, avec une liberté qui m'a tout de suite surprise et un peu fascinée. Les questions de forme leur sont familières, ils sont déjà tous un peu oulipiens sans le savoir. Les étudiants de la EDE aussi à leur manière. Mais là j'ai plutôt affaire à de jeunes artistes qui eux aussi savent déjà assez bien ce qu'ils font et qui ponctuellement donc écrivent, et pour qui, car là on a très bien parlé hier, l'écriture vient accompagner ou éclairer de biais leur projet, quand elle n'en devient pas, comme cela arrive, le centre même. Un atelier. Avec ces étudiants écrivains, autant qu'ils sont et quel que soit le cadre où je les rencontre, c'est au sein d'un atelier que nous nous retrouvons. C'est-à-dire, presque toujours, une salle avec des tables en mélaminé et des chaises en bois et en métal que l'on dispose en rectangle ou en fer à cheval et qui font du bruit quand on les déplace sans les soulever. Cette salle devient, pendant un certain nombre d'heures, un atelier. L'atelier est un espace qui m'est familier. Je l'ai moi-même pratiqué assez longuement à Carrare, en Italie, lorsque j'avais 24 ans et que j'avais décidé de me consacrer à la sculpture, plus exactement à la taille directe. Sans le bruit des machines à percussion, sans la poudre de marbre qui entrait dans les yeux et blanchissait tout, je retrouve à chaque fois, lorsque je commence un atelier d'écriture, quelque chose de cette expérience, celle du façonnage plus ou moins lent et du creusement d'un même matériau. Autrefois le marbre, maintenant la langue et les mots. Dans l'atelier, on est seul et pas seul. On a affaire à des présences et des voix. On parle de temps en temps et puis il y a de longs moments où on ne parle pas. Une parole s'exprime depuis une soi-disant plus grande expérience, mais cela ne lui confère aucune autorité. Du moins, c'est ainsi que moi j'avais vécu les choses à l'époque dans l'atelier Nicoli de Carrare, et c'est ainsi, au nom de cette soi-disant expérience que j'ai, mais qui ne me confère aucune sorte d'autorité, que je m'exprime face aux étudiants. Dans ma chambre à moi, qui est aussi mon salon, j'écris face à ma bibliothèque,
mes cahiers et mon ordinateur ouvert, mon ordinateur relié à une autre bibliothèque, plus vaste encore, Internet. Avec les étudiants écrivains, nous n'avons généralement aucune bibliothèque en face de nous, ni même parfois de connexion Internet. Cela me manque souvent. Heureusement, dans certaines écoles d'art, la Aide, l'Institut littéraire, les étudiants écrivains ont accès à une bibliothèque spécifique, leur bibliothèque, constituée pour eux et parfois complétée par eux. Et même si l'atelier a lieu dans une salle contiguë, c'est comme si la bibliothèque était un organe vivant, consubstantiel à l'atelier, son cœur ou son poumon, son cerveau ou sa rate, j'hésite. Aussi, quand il n'y a pas de bibliothèque dédiée aux étudiants écrivains, ou qu'il n'y a qu'une grosse BU, pas assez intimiste, et que les étudiants ne fréquentent guère, j'arrive avec des livres qui viennent épaissir et lester la sacoche de mon ordinateur portable et dont la lanière me scie un peu les muscles de l'épaule. C'est pourquoi aussi je recopie des pages de livres sur un cahier pour les réécrire ensuite au feutre sur un tableau blanc laqué ou sur la grande feuille micro-perforée d'un chevalet de conférence. Ce faisant, je sais que je déplace avec moi quelque chose de ma chambre à moi qui est mon salon. Cela m'aide à me concentrer, à lire les textes qui ne sont pas les miens et à accompagner les étudiants écrivains dans leurs propres projets. Statut et posture. Je me permets rapidement d'évoquer mon statut d'auteur publié, qui, socialement, jouit à la fois d'une étrange aura qu'on m'invite à promener en tant qu'auteur contemporain dans des endroits aussi différents que des scènes de théâtre, des librairies, des studios de radio, des plateaux de télévision, des lieux d'art ou des centres chorégraphiques. Cette étrange aura, donc, vient en même temps révéler d'une lumière un peu brutale un no man's land, disons plutôt dans mon cas un non-woman's land administratif dans certains lieux où j'interviens. En effet, au sein des écoles d'art, la Aide, l'Institut littéraire ou à l'ENSI, je suis assimilée à une artiste que l'on engage comme vacataire. C'est ainsi en tout cas que je suis déclarée et rémunérée. Et cela me semble juste, car l'écriture est effectivement à mes yeux un art parmi les autres arts, parmi les beaux-arts. À l'université, les choses sont bizarrement et malheureusement bien plus compliquées. L'an passé, je suis intervenue à Cergy grâce à la MEL, Maison des écrivains et de la littérature, qui a cofinancé mes interventions, assimilant l'atelier d'écriture à une résidence de création. Pour bénéficier de cette aide, j'ai dû expliquer, non sans mal, non sans forcer les choses, que cette expérience allait modifier ma propre écriture. Mais qu'en sais-je, moi, en vérité, de ce qui modifie ma propre écriture? Ma vie tout entière, dans ce cas, tout ce qui se passe en dehors de ma chambre à moi, qui est mon salon, modifie mon écriture. Pour être honnête, une résidence d'écriture me semble être bien autre chose. Mais soit. Cette année, pour intervenir à l'université de Cergy-Pontoise dans le cadre du nouveau master métier de l'écriture et de la création, ne pouvant pas bénéficier 2 fois de l'aide de la MEL et préférant réserver une bourse Île-de-France pour un projet d'écriture et non pour aider à financer des ateliers que l'université n'arrive pas à prendre en charge elle-même, il faut dire les choses et les écrire. Et je précise que je ne les écris pas par aigreur ou pour me plaindre une seconde, mais dans l'espoir que ces choses-là changent. Pour intervenir à Cergy, donc, je devais prouver que j'exerçais par ailleurs un emploi à plein temps. Chose étrange, oui, car que ferais-je ici, en effet, si j'exerçais par ailleurs une activité à plein temps? Il ne faudrait donc pas avoir vraiment besoin de travailler, et faudrait-il être occupé à plein temps ailleurs pour mener des ateliers d'écriture à l'université? Le statut d'auteur à l'université étant, je cite un échange de mails avec l'administration, problématique au sein d'un master dévolu à l'écriture de création, il a fallu ruser, c'est-à-dire administrativement me déclarer conférencière, avec des contraintes horaires que je vous épargne, et sans aucun contrat ni avantages dits sociaux, puisque conférencière, je cite encore un mail, n'est pas un emploi. Paradoxe troublant. C'est donc là où s'enseignent les lettres, au sein de l'université de lettres, que l'accompagnement de l'écriture dite de création, par celles et ceux qui en ont fait plus ou moins leur vie, pose le plus de difficultés.
Du coup, effectivement, les auteurs y sont très minoritaires. Et en l'état actuel des choses, il faudrait qu'ils suivent eux-mêmes un cursus au sein de l'université, être docteur, on l'a évoqué, pour avoir le droit d'y enseigner plus durablement. Je me demande s'il n'y a pas là un malentendu qui en réalité fausse tout. Je n'enseigne pas à l'université, ni ne cherche à y enseigner. Je ne suis pas professeur et je n'aspire pas à le devenir. Et pourtant, je sais combien ont compté pour moi certains de mes professeurs et je sais tout ce que je leur dois. Mais il me semble que partager la pratique de l'écriture relève de bien d'autres choses. Mais je ne sais pas quoi au juste. Je ne sais pas non plus ce que cette pratique mobilise vraiment en moi et chez la personne qui se trouve en face de moi. En tout cas, je sens qu'il ne s'agit pas d'une science dure ou molle, d'un savoir exact, d'un geste ultra précis à transmettre. Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise, Madame la ministre de l'Éducation nationale, ouvrez un peu plus l'université aux écrivains. Sachez que certains d'entre eux seront ravis de faire de temps en temps, comme on dit, le déplacement. Vous savez, le paysage et les usages de la littérature contemporaine ont changé et nous ont rendus plus mobiles. Nous nous déplacerons et déplacerons avec nous un peu de notre chambre à nous. Nous sortirons de chez nous et sortirons aussi d'une certaine manière de nous. Ponctuellement, nous serons dehors, en dehors de notre propre écriture. Nous lirons des textes d'étudiants écrivains dont nous ne saurons pas, par ailleurs, s'ils écriront encore demain, dans quel cadre et pourquoi, et ce sera peut-être très bien ainsi. Épilogue. À Bienne, dans un tunnel de la gare, un panneau indique la Robert-Walser-Platz. Je pense à la promenade. À Genève, au cimetière des Rois, reposent Robert Musil et Borges. À l'Annecy, je pense à Charlotte Perriand, la marraine de l'école, randonnant dans les Alpes ou glanant à Dieppe des bois flottés. Depuis le RER, en revenant de Cergy, je vois des carrières de sable et à Conflans-Sainte-Honorine, les manœuvres d'accostage des mariniers dans cette jeune Oise qui, depuis Rimbaud, a décidément bien changé. Tout ce que ces déplacements m'invitent à voir, entendre et méditer lorsque je mène des ateliers d'écriture, loin de ma chambre à moi qui est mon salon, ces déplacements ici ou là me dépaysent et m'empêchent, du moins je l'espère, de m'empayser, comme dirait Jean-Christophe Bailly. Ils m'évoquent des travaux et des jours actuels ou plus anciens, parfois révolus. J'y pense et parfois je m'endors dans le TGV Lyria ou le RER, car l'écriture est aussi et peut-être avant tout un atelier intérieur. Je note sur mon carnet « Penser à un atelier où, avant d'écrire, on dormirait ».